Chapitre 15. Crépuscule du matin. Fil de trame, fil de chêne, m'enfonçait toujours davantage dans la forêt de mes souvenirs. Combien de pages écrites pour évoquer ma vie, depuis mon arrivée chez May à l'âge de 2 ans, jusqu'à ma réussite forcée au concours de recrutement des instituteurs à tout juste 20 ans. Pourrais-je un jour me débarrasser de la déveine qui me collait à la peau comme une sangsue? La forêt de mes souvenirs s'obscurcit soudain. Peut-être n'y avait-il pas de réponse à cette question. Toujours dialoguant avec la femme indigo, tisser les fils ténus de ma mémoire. Poursuivre mon récit quoi qu'il advienne. Fil de trame, fil de chêne, elle me désigne un chemin nouveau. Sortir peu à peu des ténèbres et me plonger dans un océan de lumière. Entre Eros et Thanatos, allongé dans le lit du froid hôpital, j'avais pris l'habitude de guetter l'arrivée de l'infirmière qui me donnait jour après jour les nouvelles de mon pays. Mais cette fois-là, elle s'était faite attendre. J'avais pensé que les barrages avaient été plus difficiles à franchir et qu'elle n'avait pas pu accéder à la Ménard. Mais j'étais loin du compte. L'infirmière s'était tout simplement octroyé un répit. Quelques jours de pure joie au sein du petit univers qu'elle s'était construit année après année. Un matin, son rouspel achevé, elle s'était enfin décidée à prendre le chemin du grand hôpital où je l'attendais. Comme à son habitude, Martine s'était levée vers 5 heures. S'était dirigée, l'esprit encore embrumé, dans la cuisine où se préparait son café. Une mixture qui tenait plus du vezou que du café, tant elle y ajoutait du sucre. Chaque jour, c'était presque les mêmes pensées, les mêmes gestes. Mettre le café dans la tasse, le boire à petites gorgées en regardant le soleil monter lentement dans le ciel. Les nuages s'organisent en nuances de gris et d'orangé. Ciel magnifique qui annonce une journée plutôt chaude. Prendre le temps d'écouter passer la volée de perroquets qui chaque matin traverse le ciel. Un vrai scandale. D'où sortent-ils? Où vont-ils? Les cris des oiseaux babillards rythment les débuts des journées de Martine depuis des années. Ne penser à rien, ne se poser aucune question. Laisser venir le jour qui s'annonce. Tout simplement. Et puis faire un petit tour dans son jardin, arpenter son domaine en humant l'air frais du matin frémissant. C'est que Martine s'est aménagé un vrai paradis. Une maison à sa mesure avec des volets bleus et une large véranda qu'embellissent des suspensions en macramé pour de jolies plantes vertes, des petits carillons en bambou et des coins salons douillés. Bien sûr, la maîtresse des lieux n'a pas oublié les confidentiels hamacs et le jacuzzi dont les eaux bouillonnantes délassent le corps. Tout autour de la véranda se dressent des buissons d'oiseaux du paradis d'un orangé vif et la pelouse se déroule dans un moutonnement d'herbes grasses ou d'herbes folles. Joli tapis que Martine entretient avec assiduité. On arrive à la maison en empruntant une large allée en pierre grise qui sépare le jardin en 2 parties. D'un côté, le domaine des arbres fruitiers, de l'autre celui des fleurs. Martine s'est procuré des arbres qui produisent en abondance des fruits à hauteur de sa main. Un manguier, un prunier de cythère et un cerisier dont les jus et les smoothies régalent régulièrement ses invités. On trouve même des arbres plus rares et plus difficiles à faire pousser. Un caïmitier dont les pommes de lait à la chair violette sont délicieuses, mais vous collent quelquefois à la bouche. Un sapotillier aux baies brunes et veloutées. Et un calebassier qui lui fournit de petits fruits qu'elle décore de gravures et de peintures pour passer le temps. Et elle ne s'est pas privée de fleurs. Des roses, symbole parfait de l'amour, de la passion et de la beauté. Du jasmin qui répand dans l'air des senteurs délicates. Des orchidées qui rivalisent de splendeur et de sensualité. Toute espèce de fleurs aux parfums enivrants que les abeilles et les guêpes butinent sans cesse. À bonne distance de la maison, au volet bleu, afin que les racines ne lui causent aucun dégât, Martine a planté
un grand arbre à pain dont les fruits lui offrent de sacrés régals, un bel avocatier pour les féroces, quelques cocotiers qui s'élancent haut dans le ciel. Tous ces arbres, en dominant de leur haute silhouette le jardin, balançant leurs branches au gré du vent, répandent sur lui des trésors de sérénité. Toute cette flore haut perchée veille d'une manière presque paternelle sur l'ensemble de la propriété. À quelques mètres, des arbres grimpent des entrelacements de lianes d'igname sur des tuteurs. Des semis à peine germés laissent de petites taches d'un vert tendre sur la terre noire de leur plate-bande. Sur la clôture, c'est le coin des cucurbitacées. Giromons, concombres et melons croissent comme bon leur semble, toujours lançant leurs lianes à la découverte d'un coin plus accueillant. Dans les endroits où ne prospèrent ni fleurs, ni fruits, ni légumes, des dalles de ciment dessinent des petits chemins qui empêchent de patauger dans la boue. Tout au fond du jardin, Martine a tenu à installer un four à charbon qu'elle entretient elle-même et duquel s'élèvent à certaines périodes de l'année des volutes parfumées. Il y a aussi des clapiers, un poulailler, un enclos pour une population de lapins, de poules et de cabris. Derrière la maison, loin des yeux des visiteurs, on trouve les plantes médicinales qui parfument les tisanes chaudes du mois de décembre ou de janvier, lorsque l'air se rafraîchit. Il faut dire qu'au quartier La Croix, au Mont-le-Vert, il fait si frisquet qu'on sort les petites laines sous lesquelles on a plaisir à se glisser pour éviter les refroidissements. Les plantes odorantes poussent paisiblement dans de larges bacs que Martine a pris la précaution de surélever avec des poteaux en glycéria. Elle ne tient pas à confondre la peau froide d'un crapaud avec une pierre lorsqu'elle vient entretenir ses plantations. L'infirmière a une peur bleue des crapauds, comme je la comprends. Rien ne manque à son jardin de plantes aromatiques, basilic aux senteurs épicées, thym et romarin pour agrémenter les recettes qu'elle invente. Martine a aussi une collection de menthes fraîches dont elle est très satisfaite. Menthe poivrée, menthe glaciale, menthe gingembre, des menthes toniques qui, sans empêcher de dormir, remédient à la fatigue psychique et intellectuelle. Elle les apprécie aussi pour leurs vertus digestives, analgésiques et antiseptiques. Quelques buissons de citronnelle adossés à la palissade éloignent les moustiques. Et puis, il y a naturellement les plantes qu'on se doit de trouver dans tous les jardins créoles. Oignons pays, persil, piment végétarien, piment bon d'Amanjac, qu'on cueille avec plaisir pour agrémenter le repas du jour. Armée de sa pioche et de sa fourche, Martine a imprimé patiemment sa marque, faisant de son jardin un havre de paix. Son petit univers n'a rien à envier au jardin d'Éden lui-même. Sa promenade achevée, l'infirmière s'était douchée, habillée, puis elle avait pris sans joie la route du grand hôpital. Ça n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, Martine était bien plus enthousiaste lorsqu'il s'agissait de regagner le lieu où elle travaillait, l'établissement étant bien plus accueillant. C'était du temps où l'on venait de livrer les bâtiments clés en main aux Martiniquais. À l'époque, de nombreux reportages avaient vanté le haut degré de perfection de ces plateaux techniques et faisaient la fierté de toute la Martinique. À la cérémonie d'ouverture, Martine s'en souvient comme si c'était hier. Le directeur emphatique avait répété que l'édifice était le fleuron de toute la Caraïbe. Pas moins, il ne tarissait pas, subjugué qu'il était par le respect scrupuleux des règles de fonctionnement de l'hôpital public. Pour souligner le haut degré de technicité de l'hôpital, il se plaisait à raconter qu'un jour, on lui avait intimé l'ordre de faire demi-tour tant qu'il n'aurait pas revêtu les accessoires réglementaires pour visiter la cuisine. Comme l'homme avait l'habitude de faire la pluie et le beau temps, ça l'avait stupéfié qu'on l'oblige à se plier à un strict protocole. Mais aujourd'hui, l'établissement porte son nom, mais les années défilant, il a bien changé. Le fleuron de toute la Caraïbe est aujourd'hui dans un délabrement des plus avancés et du haut de sa colline, tel un château fort en ruine, tourelles et donjons, il semble plonger ses yeux visqueux vers les rondeurs illuminées de la banlieue lamantinoise. L'infirmière qui avait pris ses fonctions aux premières heures de l'hôpital public traînait maintenant les pieds pour s'y rendre.
En arrivant dans son service, Martine suivait toujours le même rituel. Prendre un second café, discuter longuement avec l'équipe de la nuit et commencer sa tournée. J'avais prêté l'oreille à ses bavardages et trouvé sa voix bien plus calme, bien plus posée qu'à l'ordinaire. Ce n'étaient plus les phrases qui s'enchaînaient à toute vitesse, presque sans respiration. La petite pause qu'elle s'était octroyée semblait lui avoir fait beaucoup de bien, et je dois dire que sa tranquillité avait contribué à m'apaiser. Lorsqu'elle avait paru dans l'embrasure de la porte, elle était restée un moment comme interdite, puis elle m'avait accueilli avec un large sourire. « Eh bien, petite madame, quelle belle surprise tu me fais là! Bienvenue dans le monde des vivants. » Quelque chose d'extraordinaire s'était en effet produit pendant son absence. J'avais enfin ouvert les yeux et j'émergeais peu à peu de ma demi-vie. Plus aucune assistance respiratoire ne prenait le relais de mon existence. Plus aucune machine ne mesurait mon activité cardiaque. L'infirmière avait pris mes constantes tout en me décrivant son petit paradis. Elle m'avait si joliment présenté son jardin que j'avais projeté de réaliser pour moi une semblable oasis quand je sortirais de l'hôpital. Et puis, elle m'avait assailli de questions. Et pourquoi si? Et comment ça? Ces rires sonores emplissaient la chambre, rires inextinguibles des anges qui communiquent à tous ceux qui les entendent le bonheur. Alors, je m'étais appliqué à lui raconter dans les moindres détails ce que j'avais vécu pendant la petite parenthèse de mon sommeil paradoxal, et elle avait suivi attentivement chacune de mes paroles. Ce n'était plus Martine qui m'entretenait des soubresauts de mon pays pour me raccrocher au réel. C'était moi qui lui décrivais les chaos de mon existence afin qu'elle comprenne l'univers dans lequel j'avais été plongé pendant plus de 3 mois. Je lui avais révélé qu'après avoir découvert en avant-première ce soir-là la biographie de la femme indigo, j'avais eu l'intuition que des liens s'établissent entre les différents arts et que suivant celle-ci, pas à pas, fil de trame, fil de chaîne, je m'étais mise moi aussi à tisser la vie. Je lui avais expliqué comment mon existence avait tourné folle un soir au rond-point du Vietnam héroïque et pourquoi mes acrobaties m'avaient conduite au cœur de ce temple singulier qu'est l'hôpital public. Peut-être avais-je espéré qu'à la manière des derviches tourneurs, j'allais atteindre la connaissance intime d'un état suprême. Mais j'avais seulement réussi à créer les conditions d'une longue introspection. Entre Eros et Thanatos, la léthargie dans laquelle j'avais été plongé m'avait permis d'évoquer mes souvenirs. Souvenirs douloureux d'une constante dépossession de moi-même et souvenirs aussi d'une lutte acharnée pour réaliser mes rêves tels que je l'entendais. Mots de miel et mots de fiel, j'avais sondé tous les recoins de mon existence pour y trouver un sens. Chaque époque passée en revue, depuis cette formidable armoire à mots qu'est le dictionnaire que j'avais exploré pendant mon enfance, jusqu'au chemin de liberté des grandes œuvres littéraires qui m'avaient été révélées bien plus tard. J'avais compris le lien étroit que les mots entretiennent avec la vie, m'identifiant tout d'abord au personnage, puis observant qu'un intérêt plus grand venait de la manière dont les mots se mettaient en scène. Toujours les livres étaient là pour me sauver. Des contes de mon enfance aux poèmes d'Aimé Césaire, j'avais compris que toujours les œuvres littéraires avaient été pour moi de véritables médicaments. J'avais passé plus de 10 ans à m'adresser aux mauvaises personnes pour de mauvaises raisons. Tout d'abord, je m'étais tourné vers ma famille biologique comme pour rattraper le temps perdu. Après mon spectaculaire échouage à l'école normale, je ne pensais pas être capable d'enseigner. Alors je m'étais choisi d'autres chemins, des chemins qui me permettraient de soigner les autres, que j'avais besoin de me réparer moi-même. J'avais cru pouvoir en effet devenir orthophoniste ou bien kinésithérapeute. C'est pourquoi j'avais rejoint les miens dans la métropole française pour passer des concours. Et j'espérais aussi faire avec eux famille. Cependant, je leur arrivais toute cassée par l'éducation de Mai et toute bouleversée aussi de pratiquer malgré moi sa religion. Je m'étais mise à singer les pratiques religieuses de Mai, à les singer jusqu'à la caricature, et j'avais comme Mai des jugements péremptoires. Hors de mon église,
point de salut. J'imitais ma seconde maman jusqu'à la contrefaçon. Et ma famille biologique en avait fait les frais. Comme l'une de mes sœurs avait découvert le fond de ma pensée dans un courrier que j'avais laissé traîner, je regrettais de devoir vivre à côté de mécréants qui n'étaient même pas mariés. Inutile de dire que la colère des miens avait flambé. D'un commun accord, ils m'avaient refusé tout hébergement et je m'étais retrouvé à la rue en plein hiver. Comment pouvaient-ils savoir que c'était les credos de mai que je récitais? Ce n'était que confusion dans mon esprit. Pour m'en sortir, j'avais dû frapper à la porte du 115 où j'avais pu obtenir un certain secours. Vouloir retourner dans mon clan n'était manifestement pas la voie qu'il me fallait. Cependant, cette expérience m'avait permis de comprendre quel genre de personnes étaient mes sœurs et mes frères. Elle m'avait démontré que même si ce séjour auprès des miens s'était soldé par un échec, je pouvais et devais trouver ma propre voie. J'avais pris le premier avion en partance pour la Martinique. Pendant tout mon récit, Martine n'avait émis aucun commentaire. Cependant, je pouvais deviner ses pensées en observant sa mimique. Pourtant, cette expérience douloureuse n'avait pas été inutile, puisqu'elle m'avait permis de comprendre que je devais chercher à enseigner à nouveau. Mon passage à l'école normale n'étant pas un total échec, puisque j'avais pu obtenir un DUG. Il m'était apparu qu'il me fallait poursuivre mes études. Je m'étais donc inscrite à la faculté de lettres afin d'y préparer d'abord une licence, puis une maîtrise. Et j'avais tellement soif de réussite que j'avais préparé les 2 diplômes de front. À cette époque-là, je vivais à Gaudissart avec Rosita. Mais même au cœur de Gaudissart, la fille de mai entendait toujours déployer sa toile comme si son seul but était de m'empêcher de vivre. Curieux duo que celui que formaient May et sa fille adoptive. Les 2 femmes s'étaient permises de rendre à Rosita une visite avec la ferme intention de jeter mes livres dans une benne à ordures en mon absence. Elles avaient toujours eu, toutes 2, des idées bien arrêtées sur ce qui ne doit pas se lire. Cependant, si May prétendait ainsi me protéger de moi-même, sa fille se servait d'elle pour m'atteindre. Elle ne variait pas d'un iota. Après une petite conversation de pure forme avec Rosita, les 2 femmes avaient demandé à visiter ma chambre. Celle-ci avait obtempéré, et elles étaient reparties avec leurs 2 bras chargés de livres. C'était qu'elles avaient encore jugé de l'indignité de mes ouvrages à leur seul titre. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir ne pouvait être à leurs avis qu'une orgie pornographique. L'eau et les rêves, et même le Rio de Bergson, c'étaient des livres spirites de quoi, selon elle, entrer en communication avec des légions de démons. Et je ne parle même pas de l'essai philosophique de Sartre qui définit ce que sont l'être et le néant, ou de l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux qui avait marqué les esprits dès sa publication et qui avait retenu toute mon attention, moi qui tenais à comprendre ce qui s'opère vraiment dans le cerveau lorsqu'on apprend. À leur avis, c'étaient des œuvres qui faisaient assurément dévier des sentiers bien balisés qu'avaient tracés pour elles leurs croyances. Comment pouvaient-elles être visitées par l'idée que rien n'est déterminé et que construisant notre propre voie, assumant la responsabilité de nos choix, nous accédons à la liberté? Or, leur Église, point de salut. Rosita ne s'était pas opposée aux volontés de May et de sa fille. Elle avait laissé faire les spécialistes. Bien des ouvrages, encore que j'explorais dans le cadre de mes études, s'étaient volatilisés. À mon retour, quand je l'avais questionné sur les raisons du grand vide des étagères de ma bibliothèque, Rosita m'avait décrit l'opération commando de May et de sa fille. Mais j'étais loin d'être abattu comme par le passé, car il était évident que c'étaient les 2 femmes qui étaient hystériques. Gonflées d'idées réactionnaires et obsédées par le mal, il était certain qu'elles ne pourraient jamais avoir les pensées claires. Comment aurais-je pu être affecté par leurs propres limites? Rosita m'avait aidé à racheter mes ouvrages et j'avais poursuivi ma route. Martine était consternée par le comportement des 2 femmes.
Elle n'en revenait pas qu'il puisse encore exister au XXe siècle un tel obscurantisme. Et elle avait été soulagée d'apprendre que j'avais néanmoins pu progresser sur le chemin au bout duquel se trouvaient mes rêves. Mais je me rendais compte que l'animosité de la fille de mai à mon encontre ne cessait d'année en année de prendre des proportions délirantes. La demoiselle ne cessait d'aller de mesquinerie en mesquinerie. Si elle venait de me priver de mes livres, elle avait refusé de me prêter quelques-uns de ceux qui prenaient la poussière sur les étagères de l'armoire d'Alcide. Je n'avais pourtant besoin pour mes études. Ce qui était le plus curieux, c'était qu'autrefois, elle avait été capable de monter en épingle le fait que j'avais osé lire les ouvrages de cette bibliothèque diabolique, mais qu'elle n'avait pas hésité à en réclamer le contenu, affirmant que ces livres faisaient partie de son héritage et de celui de ses enfants. J'avais été donc sommé de me procurer mes propres œuvres. Les réactions de la fille adoptive de mai étaient tellement prévisibles qu'elle frisait la plus pure des bouffonneries. Et elle m'avait au moins permis de mieux comprendre la définition de Bergson qui dit que le rire provient d'une mécanique plaquée sur du vivant. Martine, elle, était consternée. Bon an, mal an, j'avais pu obtenir les diplômes nécessaires pour être autorisé à passer le CAPES externe de lettres. Mais cela n'avait pas été facile. Ma route avait été semée d'embûches et à maintes reprises, mon objectif avait failli être compromis. Par exemple, un de mes voisins qui s'était offusqué de me voir poursuivre des études alors que j'étais érémiste, m'avait signalé auprès de la CAF. Un contrôleur avait donc été dépêché à notre domicile. Après avoir discuté avec Rosita et moi, visité notre appartement, l'homme avait bien compris qu'il n'y avait aucune intention de fraude. Il avait constaté que je vivais paisiblement avec ma maman au milieu des œuvres littéraires. Tout un mur était tapissé d'ouvrages. Il avait conclu que ma démarche était honorable puisque je préparais un concours qui me permettrait de gagner ma vie et il n'avait rien de mieux à me proposer. Après le départ du contrôleur, Rosita n'avait pas manqué de me faire remarquer que si l'homme avait été un rond de cuir qui se contentait d'appliquer les directives, nous aurions, elle et moi, été dans un joli pétrin. Quelle surprise d'entendre Martine prononcer le même proverbe que Léonie disait devant chaque entourloupe de la vie. Toujours ni un diable pour chasser la possession mondiale. Et j'avais été secoué par un rire inextinguible avant de pouvoir poursuivre mon récit. Un beau matin, je m'étais sentie assez forte pour enseigner à nouveau. Et j'avais déposé un dossier au rectorat pour obtenir des vacations. Pendant un certain temps, on m'avait confié des remplacements courts. Et puis un jour, j'avais réussi à obtenir un contrat pour toute une année dans un lycée du sud de la Martinique. J'étais ravie. Je ne savais pas encore quel parcours de combattant se préparait pour moi. En effet, si pendant mes études, la fille de mai avait tenté de me mettre des bâtons dans les roues, entraînant par exemple des pieds pour aller chercher au DAB la petite somme que notre mère m'avait allouée, celle-ci reconnaissait qu'elle avait eu tort de m'empêcher de poursuivre mon rêve et elle voulait m'aider à le rattraper. Elle avait, par sa mesquinerie, failli mettre en péril mon emploi. La demoiselle ne me lâchait pas. J'avais donc eu tout le loisir d'observer que plus que son projet initial, celui qui l'avait poussé à me faire déguerpir du giron de mai, elle avait développé au fil du temps une sorte d'animosité qui s'exprimait avec toujours plus de malveillance à mon encontre. Quoi que je construirais, elle n'aurait aucun scrupule à le démolir. Et elle n'avait eu aucun état d'âme lorsqu'elle avait réclamé pour la donner à son fils la voiture que notre mère m'avait prêtée pour me rendre à mon travail. J'exerçais au lycée du François et j'habitais Fort-de-France. Jamais je n'aurais pu garder mon emploi si je n'avais pas eu de moyens de locomotion. La demoiselle n'avait cependant vu aucun inconvénient à exiger pour son fils le véhicule que May m'avait prêté. Tout simplement parce qu'elle pensait légitime qu'il bénéficie tel un prince héritier de cette facilité. N'était-ce pas ainsi qu'on possédait dans les familles huppées? Ce fils
Elle aurait pourtant pu l'accompagner à son lycée, comme toutes les mamans attentionnées le font pour leurs enfants. Surtout qu'elle avait du temps libre, puisqu'elle venait de profiter d'un dispositif qui proposait une coquette somme afin de favoriser les départs à la retraite de façon anticipée. Elle venait aussi de s'offrir une voiture flambant neuve. Martine comprenait ma colère, mon exaspération, car elle connaissait cette race de tartuffes pour avoir elle-même eu affaire à elle un jour. Même avec le temps, la fille de Mai n'avait donc pas varié ses conduites. Elle préférait plus que tout le farniente au dur labeur. Elle était toujours la même maman du dimanche et des jours fériés pour ses propres enfants. Et on était bien loin du commandement de sa propre religion qui exige qu'on fasse pour les autres comme pour soi-même. N'osant s'opposer à sa fille adoptive, mais avait accédé à sa demande. Elle s'était montrée très docile. Néanmoins, comme elle savait que mon emploi était en grand péril, elle m'avait aidé à acheter une voiture en me prêtant la somme nécessaire pour un premier rapport. Ce n'était pas une solution idéale, puisque je n'étais que contractuel. Si ma mission n'avait pas été reconduite, on m'aurait repris la voiture, tout simplement. Mais ce n'était pas le problème de la fille de Mai. Ce qui lui importait, c'était le regard admiratif que le monde pourrait jeter sur sa famille. Ayant toujours l'argent comme préoccupation, elle m'avait pressé de remettre à Mai la somme que celle-ci m'avait avancée. Alors, pour échapper à son perpétuel harcèlement, j'avais demandé à ma banque un découvert. Comment Mai l'avait-elle appris? Elle avait tout simplement demandé à sa fille de l'emmener chez moi alors que je piquais une sieste dans sa chambre. Ceci avec ma propre voiture. Comme elle était souvent saisie de peurs incompréhensibles, elle avait pensé que j'aurais pu perdre mon travail à cause de ce découvert. Consternation. La situation était des plus ubuesques. Plus ubuesque encore avait été la réaction du gendre de Mai. Alors que je n'avais rien demandé à sa femme et que Mai m'avait permis finalement de garder la somme qu'elle m'avait prêtée, non seulement il avait exigé que je rembourse ma maman, mais il m'avait demandé de présenter des excuses à sa femme. J'avais refusé net, considérant que je n'avais sollicité aucune aide de son épouse, surtout que celle-ci avait sûrement dû rire sous cap de l'embarras dans lequel notre mère m'avait mise à cause de ses peurs incontrôlables et se réjouir de passer pour son sauveur. C'est alors qu'il m'avait signifié que je ne pourrais plus rendre visite à Mai, qui occupait alors une place de sa maison aménagée à son intention. Ma vie s'était donc compliquée du fait même que je ne pouvais avoir contact avec ma maman qu'au téléphone. Même si nos relations étaient plutôt ambiguës, mais était mon seul soutien, puisqu'ayant compris tout le mal qu'elle m'avait causé en m'interdisant de réaliser mon rêve, elle s'attelait à me permettre de me réparer. Aussi m'étais-je retrouvé, sans son soutien, à demander un asile affectif à chaque personne qui me considérait avec un tant soit peu de bienveillance. Durant cette année-là, j'avais eu à relever de nombreux défis, non seulement à cause des petites persécutions organisées à mon intention, mais aussi en raison même des terreurs inexpliquées de Mai. En effet, elle s'était crue un jour autorisée, en maman bienveillante qu'elle pensait être, à téléphoner à mon lycée pour s'assurer que je remplissais correctement ma mission de professeur. Inutile de dire que son appel téléphonique m'avait rendu quelque peu suspecte aux yeux de la direction de l'établissement. J'apercevais, dès lors, la silhouette de la proviseure adjointe aux abords de mes salles de classe. J'étais désormais sous haute surveillance, mais était convaincue qu'il fallait qu'elle me protège de moi-même. Elle ne comprenait pas que c'était ces intrusions dans ma vie qui causaient des catastrophes, puisque j'en perdais toute assurance. J'oscillais constamment entre deux postures, celle de la petite fille qui avait peur de ne pas réussir sans sa maman, et celle d'une femme résolue à opérer ses propres choix et construire sa vie comme elle l'entendait. J'alternais ces manières d'être sans pouvoir trouver aucune stabilité. L'ombre de Mai continuait donc à planer sur mon existence. Le cercle vicieux qui avait été mis en place avait donc de beaux jours devant lui.
La consternation de Martine augmentait au fur et à mesure de mes révélations. Mais elle avait été agréablement surprise de constater qu'après chaque défi qui se présentait à moi, je pouvais tout de même rebondir. Cette année-là, j'avais en effet réussi à garder le cap et je m'étais consacré entièrement à mes élèves. Inutile de dire que j'avais mis le CAPES de côté. Comme je ne voulais pas que les jeunes dont j'avais la charge se contentent de recracher mes propres analyses devant un jury, de redire mes paroles, je leur avais appris à formuler des problématiques qui montraient comment les sons, les rythmes et les images disaient la pensée et les sentiments des auteurs. Ils partaient de ce qu'ils avaient compris, des sentiments qu'ils avaient eus à leur tour en lisant les extraits, et puis ils recherchaient tout ce qui pouvait appuyer ceci dans le texte. Je leur avais fabriqué un petit bagage d'analyse littéraire, une petite boîte à outils dont nous avions découvert tous les éléments. Et nous faisions de nombreux exercices pour mettre en pratique tout cela, car je ne voulais pas qu'ils se contentent de connaître sur le bout des doigts les différents ingrédients de la recette sans pouvoir faire leur propre cuisine. Bien sûr, il ne s'agissait pas de leur faire passer le CAPES, mais d'avoir des analyses adaptées à leur niveau de connaissance. J'avais pour ambition qu'ils puissent donner leur propre vision des œuvres, mais ce n'était pas chose très aisée. Toute l'année, j'avais dû lutter pour arriver à ce petit miracle. Comble du bonheur, j'avais pu réussir au CAPES. C'était ma 3e tentative. 3 fois, j'avais dû remettre l'ouvrage sur le métier, car l'interdit que May m'avait enfoncé dans le crâne ne voulait pas disparaître. Grâce à mes dissertations, j'obtenais un maximum de points à l'écrit. Comme j'avais peaufiné ma méthode, alors que la moyenne de cet exercice approchait 6/20e, j'obtenais largement des notes allant de 12 à 14/20e, ce qui avait même attiré l'attention d'un couple de missionnaires, membres du jury du CAPES, qui m'avait proposé de leur expédier mes copies afin qu'ils les corrigent. Je partais donc avec une avance considérable, mais chaque fois, j'étais pétrifié à l'oral car je ne m'autorisais pas à dépasser l'interdit de May. Jamais tu ne réussiras à rien sans moi. J'échouais donc à très peu de points. C'était rageant. Cependant, ma persévérance m'avait rendu capable de gagner le prix. Ma persévérance, et puis le fait aussi que j'avais l'esprit ailleurs, puisque je m'étais concentré sur l'aide que j'apportais à mes élèves. J'avais pu enfin transformer l'essai. Néanmoins, j'avais été surprise de recevoir un appel de l'UFM qui me demandait de rappliquer pour la préparation des oraux. Et le 14 juillet de cette année-là n'avait pas été pour moi que le synonyme d'une fête nationale. Une fois mon CAPES en poche, comble de l'ironie, je m'étais retrouvé pour mon année de stage dans les locaux de l'ancienne école normale où j'avais lamentablement échoué. C'était là que je devais commencer ma formation de professeur de lettres et cette perspective avait résonné en moi comme une réparation. Cette année-là, j'avais eu aussi le plaisir de constater que la méthode que j'avais enseignée à mes élèves du François avait porté du fruit. Je l'avais découvert à l'occasion du salon des lycéens. On m'avait en effet demandé de tenir le stand des métiers de l'enseignement. Je guettais tranquillement le chaland quand une foule d'adolescents m'avait encerclé en scandant mon nom. J'étais interloqué. Quelle mouche avait piqué cela? C'étaient mes anciens élèves qui étaient alors en terminale. Comme je ne pensais pas avoir été à la hauteur, je n'avais pas consulté les résultats des épreuves de français. Quelle joie ça avait été de constater que ma méthode avait permis à mes élèves de réussir. Ils m'avaient appris que grâce à moi, le moindre d'entre eux avait réussi à obtenir la moyenne et que les notes des autres élèves étaient mirobolantes. J'avais reçu là la meilleure des récompenses que l'on puisse espérer. J'étais enchanté. Martine était admirative, mais elle ne comprenait pas que ces résultats ne m'aient pas conforté dans mes capacités. Oui, aussi curieux que cela puisse paraître, je n'avais toujours pas confiance en moi.
Toujours, je remettais en question mes compétences car l'éducation de May avait complètement détruit l'estime que j'avais de moi-même. Ma seconde maman prétendait m'empêcher d'être orgueilleuse et vantarde, répétant qu'elle me cirait les cornes. Mais, agissant ainsi, elle avait réussi à me faire perdre toute confiance en moi et ma vulnérabilité s'étalait régulièrement aux yeux du monde. Un monde qui se montrait impitoyable pour les personnes qui lui paraissaient faibles. Néanmoins, je continuais à gagner en expertise à cause de mon caractère passionné. C'était d'ailleurs ce qu'avait signifié le professeur de théâtre que j'avais eu à l'école normale, quand il m'avait fait remarquer que j'étais un être divisé et qu'en coulisses, il y avait un autre moi-même, caché derrière mes lunettes de myope, infiniment discret, qui jetait de temps en temps un regard pour assurer qu'il n'avait pas tout à fait perdu le contrôle. Ce personnage que j'avais réussi à sauvegarder de cette sorte de domestication que May avait opérée sur ma conscience, il me fallait simplement le faire jouer en avant-scène. Mais cela n'était pas si facile, car le corollaire de cette dépossession de moi-même, c'était une grande anxiété qui avait encore été décuplée par les agissements de mon frère, me faisant souvent côtoyer le paroxysme de l'angoisse. Tout événement qui me rappelait de loin ou de près les violences subies me plongeait dans une terreur qui me pétrifiait. Ainsi pétrifié, je ne pouvais rien dire, ni ce que je pensais, ni ce que je ressentais. Mes actions elles-mêmes étaient contrariées. Je me mettais à faire le contraire de ce que je voulais vraiment faire. Et toute personne qui me considérait pouvait croire que j'étais une incapable. Cependant, il m'arrivait quelquefois de trouver la lumière. Durant mon année de stage, les élèves de 3e qui m'avaient été confiés, n'étant pas très intéressés par la matière que j'enseignais, ils opposaient une grande force d'inertie. J'avais été sommé de trouver un moyen de les aider à apprendre. Il m'était apparu comme une évidence que je devais passer par le théâtre pour les motiver. Cet temps-là, je l'avais découvert à l'école normale en compagnie d'un professeur qui avait marqué les esprits des stagiaires. Il disait avoir formé la plupart des artistes martiniquais qui pratiquaient ce genre. Les grands discours n'étaient pas son affaire. Il préférait nous mettre directement en contact avec les techniques théâtrales. J'avais proposé à mes élèves un canevas pour qu'ils se mettent à la rédaction de textes qui figuraient au programme. Nous avions choisi de présenter un procès. Les élèves avaient donc assisté à une audience du tribunal de Fort-de-France et ils avaient lu des extraits des discours de Victor Hugo et de Robert Badinter afin de comprendre le fonctionnement d'un plaidoyer ou d'un réquisitoire. Pour ce qui est de l'étude de la langue, elle se réalisait au gré des besoins des élèves, l'écriture mettant sur le chemin bien des règles de grammaire et d'orthographe à comprendre et à appliquer. Ensuite, par improvisation successive, ils avaient fixé les répliques. Les élèves avaient eu le bonheur de présenter leur petit spectacle devant leurs camarades, mais aussi devant les stagiaires de l'UFM. J'avais même reçu les félicitations d'un procureur de la République qui avait tenu à assister au spectacle pour voir quelle représentation les jeunes se faisaient du monde de la justice. L'année avait été passionnante. D'endormis et rêveurs qu'ils étaient, mes élèves avaient pris goût à étudier. Ils acceptaient même de venir au collège sur leurs après-midi de libre pour les répétitions. Pour mon mémoire de fin de stage, j'avais présenté ma méthode. Pourtant, l'année suivante, toujours doutant de mes compétences, j'avais mis tout cela de côté. Je pensais que ce n'était que peccadille. Étant traversé par de grands souffles littéraires, lors de ma première inspection, j'avais choisi d'analyser l'incipit du roman de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée, car j'avais pensé qu'en découvrant leur culture, la culture antillaise, mes élèves se seraient intéressés à leurs apprentissages. Un fiasco. Ils étaient à des années-lumière des questions d'identité et le fonctionnement des textes narratifs ne les intéressait pas puisqu'ils lisaient très peu eux-mêmes.
L'inspecteur qui avait été mon professeur pendant mes années de préparation du CAPES m'avait alors suggéré de trouver un angle bien plus réaliste. C'est alors que je m'étais rappelé le succès qu'avait eu le détour que j'avais pris par le théâtre pour motiver les apprentissages de mes élèves de 3e. Cependant, lorsque j'avais voulu généraliser ma méthode, les parents avaient refusé de me suivre. Ils pensaient que leurs enfants s'amusaient et que je ne faisais pas le programme. Pourtant, ce qui changeait tout simplement, c'était que les élèves découvraient les notions de grammaire, d'orthographe, de conjugaison et de vocabulaire au fur et à mesure des manques observés lors des travaux d'écriture. C'était une voie difficile car il fallait coller aux besoins de chacun et trouver des exercices adaptés. Pour bien comprendre le fonctionnement de la langue, nous faisions des analyses grammaticales et logiques. Cette méthode était donc radicalement opposée à ce qui se faisait habituellement. En effet, les manuels ne proposaient d'étudier les faits de langue qu'en fonction des différents genres à lire. Les élèves exécutaient ce qui était prescrit sans se poser aucune question, sans comprendre que la grammaire de phrases ou de textes qu'on leur enseignait était de précieux outils afin qu'ils puissent mieux écrire, mieux lire ou mieux parler. Or, l'apprentissage ne commence vraiment que lorsque les élèves s'impliquent. De plus, à cette époque, il était de bon ton d'adjoindre à la traditionnelle leçon de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, des batteries d'exercices tirés du bled ou de tout autre ouvrage similaire, qui rimaient souvent avec torture lorsqu'il fallait recopier toutes les phrases à analyser. Inutile de dire que cela décourageait plus d'un. Les limites de cette manière de faire sont telles que même les élèves qui réussissent les exercices sont bien moins performants lorsqu'il faut repérer les faits de langue dans un texte et d'en révéler la signification. Ayant une vision parcellaire de la langue, les élèves n'en comprennent guère le fonctionnement et il leur est impossible de prendre conscience des relations qui s'instaurent entre les unités linguistiques et d'utiliser leurs connaissances. Cependant, il importait peu aux parents que ma manière de faire confronte leurs enfants à la réalité des œuvres, qu'ils pratiquent une grammaire qui les rende capables de les interpréter. Ce qu'ils voulaient, plus que tout, c'était retrouver au sein de l'école de leurs enfants celle qu'ils avaient connue eux-mêmes, où le savoir était encyclopédique. Il leur importait peu que la méthode que je suivais suscite le plaisir d'apprendre, les élèves pouvant observer jour après jour leur progression et savourer leurs résultats. Le plaisir d'apprendre en général n'a pas bonne presse dans nos sociétés. Le théâtre permettant d'apprendre par le jeu, il n'était pas la tasse de thé des parents qui avaient appris de leur passage à l'école de la République qu'il était nécessaire de souffrir pour acquérir des connaissances. Ils tenaient que leurs enfants fassent les mêmes expériences qu'eux. C'était comme un précieux héritage qu'ils voulaient leur transmettre. On comprend pourquoi les devoirs faits à la maison occasionnent des batailles entre les enfants et les parents, mais ceux-ci n'admettent pas qu'il puisse exister d'autres manières de procéder. Moi, avec ma pédagogie du détour, qui permettait aux élèves de jouer et d'apprendre avec plaisir, je ne pouvais qu'être suspecte. Ce qui avait inquiété les parents, il faut le dire, c'était que j'avais eu beaucoup de mal à mener jusqu'au bout ma méthode, non seulement à cause des levées de boucliers qui avaient le don de me paralyser, mais aussi parce que j'étais incapable de m'affirmer en raison des bégaiements de ma propre histoire. Chaque fois que je recevais un blâme, je réagissais toujours de la même manière. Au lieu de défendre mes convictions, je me dégonflais. Je me dégonflais comme autrefois, quand May me répétait que je ne réussirais jamais rien. Il n'est pas très facile d'être la cible des parents mécontents, mais j'étais saisie d'une telle angoisse en me voyant désavouée que je me recroquevillais sur moi-même comme un oiseau blessé. Seul échappatoire, c'était la fuite. À cause de la pression qui pesait sur mes épaules, je disparaissais régulièrement de la circulation le temps de reprendre mon souffle. Pour trouver un peu d'équilibre,
Je m'étais tournée vers un médecin qui avait pris le temps de m'écouter et de comprendre que mon désespoir venait de ce que ma mère entretenait avec moi des liens plutôt toxiques. Elle reconnaissait dans certains de mes comportements les traces d'une éducation maltraitante. Et elle m'avait prise sous son aile, jouant même auprès de moi le rôle de substitut maternel, même si cette béquille psychologique n'était pas destinée à perdurer. C'était ce médecin même qui avait convaincu May de le rencontrer et de lui avouer qu'elle avait voulu me reconnaître, mais que sa fille s'y était formellement opposée. Je m'étais accrochée à la praticienne qui m'épaulait tant qu'elle pouvait. Mais un jour, sans crier gare, elle m'avait annoncé qu'elle devait quitter la Martinique en catastrophe. J'étais effondrée. Comment vivre désormais sans ma mère de substitution puisque je n'étais pas complètement réparée? J'avais vécu ce nouvel abandon comme la preuve que personne ne pouvait m'aimer et que je ne pourrais rien réussir. J'avais alors sombré dans une longue dépression qui n'avait pas manqué d'être remarquée par mes supérieurs hiérarchiques. Et pour mon malheur, j'avais recroisé le chemin du médecin généraliste de Debriand qui pensait avoir tout compris de mon mal après seulement quelques minutes passées à mon chevet. Elle s'occupait désormais de la santé des enseignants. Et elle avait donc pu consulter mon dossier, celui que l'on avait établi depuis les années folles passées à l'école normale jusqu'à la période de grand désordre qui avait suivi mon éviction de l'univers de mai. Et la logique de ce dossier s'ajoutant à la rapide pesée de mon âme qu'elle avait opérée quelque temps plus tôt, tout en reconnaissant que j'étais un excellent professeur, elle avait décidé de faire un sort à ma carrière. C'est alors que tout ce que j'avais accompli jusque-là, ma réussite au CAPES, les succès que j'avais eus avec mes élèves, tout ce que j'avais obtenu après plus de 10 ans d'errance menaçait de s'effondrer. Ce que la praticienne ne retenait de moi, ce n'était que ce qu'elle avait observé lorsque Rosita l'avait appelée à l'aide après les violences que j'avais subies. Elle me croyait perdue pour les miens et pour la société. Et il semblait que le mot résilience ne faisait pas partie de son vocabulaire. Avec une de ses consoeurs, une jolie fleur sans odeur, qui pourtant me trouvait assez bonne pédagogue pour me confier son fils tous les mercredis après-midi, elle avait tout fait pour prouver que je ne pouvais continuer mon métier. Et pourtant, ce sont les personnes qui ont connu des malheurs qui trouvent des solutions à bien des problèmes que rencontrent leurs semblables. Tout simplement parce qu'elles sont plus à l'écoute, qu'elles sont capables d'une grande empathie, parce qu'elles ont elles-mêmes erré dans bien des enfers. Et l'ego n'est pas vraiment leur cheval de bataille. Cela ne gênait pas la généraliste de m'infliger une double peine en m'écartant de mon rêve. Et pourtant, j'avais seulement besoin d'être accompagnée sur le long chemin de moi-même, d'être confortée dans la certitude que je n'étais pas l'être souffrant et inapte qu'avait créé May, d'être persuadée que je pouvais voler de mes propres ailes. En m'écartant, elle ne faisait que confirmer le sentiment d'indignité que les événements de ma vie avaient contribué à imprimer dans ma conscience. Et ce qui était très dommageable, c'était qu'étant médecin, on faisait confiance à son expertise. Combien de fois avais-je dû renoncer à dire ma propre vision des choses devant des personnes qui ne me connaissaient pas, mais qui répétaient ce qu'elles avaient entendu dire. Mon bien-être ne semblait pas être très important. Personne ne se souciait de m'accompagner dans la reconquête de moi-même. Pourtant, en réussissant à être professeur de lettres, j'avais balayé bien des obstacles, remporté bien des victoires. En réalité, j'étais un professeur passionné dont les méthodes novatrices parvenaient à réconcilier les élèves avec l'école. Mais on préférait me mettre hors jeu. Comble de l'absurdité, chaque fois que je reprenais du service, mon retour suscitait la colère des parents d'élèves et j'étais de nouveau le professeur qu'il fallait à tout prix éliminer. Quant aux collègues auxquels je m'adressais pour me conforter dans mes pratiques, ils n'avaient pas pour première vertu la bienveillance. Cachant devant moi leurs vraies intentions, ils me discréditaient auprès des parents, ajoutant encore à leur animosité contre moi. D'autres encore tenaient à m'humilier publiquement,
puisqu'il fallait me faire dire au pire. À l'occasion d'une session du brevet, 2 d'entre eux avaient tenu à m'expliquer comment il fallait dicter le texte prévu. Et ils étaient même venus vérifier si j'avais été à la hauteur. En fait, ces 2 professeurs de PS n'avaient simplement fait qu'indiquer l'image un peu désuète qu'ils avaient de l'enseignement de ma matière, dont ils étaient loin de maîtriser les arcanes. Ils avaient pensé me ridiculiser, mais comme ils avaient l'habitude de claironner qu'ils maniaient eux-mêmes avec difficulté la langue de Molière, leur prétention à me contrôler avait été à mes yeux inopérante. Le monde de l'enseignement est un monde redoutable où chacun veut se bâtir une carrière et où l'on n'hésite pas à ouvrir son parapluie pour se protéger en cas d'avis de tempête. Inutile de dire que les rumeurs qui circulaient sur mon compte ne suscitaient aucun élan de solidarité. On n'hésitait pas non plus à prévenir mes élèves contre moi, ce qui rendait difficile la gestion de mes classes. Et on me refusait même le bonjour que l'on doit à toute personne que l'on croise. C'était une manière subtile de m'effacer du monde. Et ce qui était curieux, c'était que même les professeurs qui se joignaient aux équipes d'enseignants, au fil des années, imitaient les comportements adoptés par les anciens sans se poser aucune question. Ne pas me saluer semblait faire partie des rituels à observer pour être intégré. Une fois la machine infernale des rumeurs lancée, il est impossible de l'arrêter. Même quand j'avais décidé de changer de collège, des vents avaient murmuré mon arrivée comme l'approche d'une tempête. Et personne ne se réjouissait de la pluie à venir, on craignait plutôt un déluge dévastateur. Néanmoins, j'étais arrivée inconsciente du soupçon qui m'avait précédé. J'avais pensé que ma mutation dans un autre collège comme l'occasion d'un nouveau départ. Mais ce dont je n'avais pas encore conscience, c'était que les mêmes comités de parents œuvraient sur toute la Martinique. Ma tâche s'annonçait donc bien compliquée. Elle s'annonçait compliquée, surtout qu'on m'avait placé sur 2 établissements, que je n'avais pas de voiture et qu'on m'avait attribué 4 niveaux. 4 niveaux en français, quand on vient juste de subir plusieurs opérations, qu'on se déplace encore sur des béquilles, c'est une mission quasi impossible. Pour réussir malgré tout, je m'étais pourtant plié en 4. Après mes heures de cours, je ne rentrais que pour me mettre à ma table de travail et l'aube me trouvait occupé à mes préparations. Il me fallait repartir sans avoir pu me reposer. Pour rejoindre le bus qui passait juste devant mon collège, je devais grimper une côte et marcher longtemps en m'aidant de mes béquilles. Un tel rythme devait nécessairement me mener à l'épuisement. 12 jours dans le trimestre. Un médecin m'avait arrêté 12 jours lorsqu'il avait constaté mon état d'épuisement. Mais il n'avait pas fallu de plus pour déclencher l'offensive d'un comité de parents. À cette époque, ce que les chefs d'établissement craignaient le plus, c'était les réclamations des parents d'élèves et les menées des syndicats. Ils ne tenaient pas à ce que des articles de journaux ou des pétitions visent leur école, leur collège ou leur lycée. Pas de vague était leur mot d'ordre à tous. Toujours, ils préféraient donner satisfaction aux parents d'élèves plutôt que de protéger leurs collaborateurs. Aujourd'hui, les choses évoluent un peu, puisqu'on se rend compte que le professeur, devenant un spécimen rare, il vaut mieux le ménager. Je travaillais ainsi, non seulement pour mes élèves, mais aussi pour me prouver que, contrairement à ce qu'ils se disaient de moi, j'étais une enseignante passionnée. Mais tout ce que j'avais consenti n'avait servi à rien. Tout était à l'identique dans mon nouveau collège. Je n'ose croire que la charge de travail qu'on m'avait imposée avait été décidée en haut lieu et était une façon de m'éliminer. Pour moi, c'était comme un nouveau départ, mais le comité de parents ne désarmait pas. Il s'était plaint de mes absences auprès de la direction, et comme le principal de cette époque ne tenait pas à faire de vagues, il était allé dans le sens des parents d'élèves. Il avait tout fait pour m'empêcher de réaliser mon projet
en disant partout que mon caractère irascible m'avait empêché de collaborer à un atelier théâtre mis en place par une de mes collègues. Comment aurait-il pu comprendre qu'il s'agissait de bien d'autre chose qu'un atelier mené sur la pause méridienne? Comme je voulais absolument réaliser mon rêve, j'avais fait fabriquer sur mes propres deniers des épées et des boucliers qui devaient me servir à créer une petite scène avec mes élèves de 5e. Mais ils avaient été entièrement détruits. Ne me décourageant pas, j'avais fait refaire les accessoires de théâtre, mais ils s'étaient volatilisés. Personne n'avait pu retrouver leurs traces dans le collège. Ce principal avait aussi fait courir le bruit que je disparaissais sans prévenir et que je laissais les élèves en plan. Et l'on répétait à l'envi ces accusations. Qu'en était-il de ma prétendue disparition? J'avais été un jour emmené en urgence à l'hôpital parce qu'un œdème pulmonaire menaçait ma vie. J'avais de l'eau dans les poumons. Bien entendu, comme je vivais seul et que j'avais plus ou moins coupé les liens qui me rattachaient à ma famille, je n'avais pu prévenir ma hiérarchie. Dès ma sortie des soins intensifs, je n'avais pas manqué de prévenir ma hiérarchie. Mais les rumeurs étaient parties et bien parties et portaient atteinte à ma réputation, faisant de moi une tire au flanc, ce que j'étais loin d'être. Pour compliquer encore ma tâche, puisque je me servais de vidéos pour rendre mes cours plus intéressants, on m'avait imposé d'aller chaque jour chercher le vidéoprojecteur et le haut-parleur dont j'avais besoin au bureau de la gestionnaire. Imaginez. À cette époque-là, je me déplaçais encore avec des béquilles et je perdais un temps fou à installer mon matériel. Même les agents étaient entrés en lice pour refuser de me donner les appareils dont j'avais besoin. Un jour, il avait fallu l'intervention du principal adjoint en personne pour qu'il se décide à me fournir les outils dont je me servais pourtant quotidiennement. Il se disait que je ne faisais que montrer des films aux élèves et que je ne faisais pas de programme. Certains de mes collègues pensaient faire œuvre de salut public en participant au harcèlement dont j'étais victime. Et lorsqu'on constatait que j'étais sur le point de m'effondrer, on détournait les yeux. Peut-être était-ce pour avoir un meilleur point de vue pour admirer ma chute. En tout cas, les commentaires allaient bon train. Ce n'était que remise en question, dénigrement et opération de sabotage. Inutile de dire qu'un tel traitement n'avait fait qu'intensifier mes peurs, paniques et me disqualifier encore. Il semblait impossible que mes rêves se réalisent. D'année en année, les autres principaux avaient emboîté le pas de leurs prédécesseurs, appliquant la même maxime. Il n'y a pas de feu sans fumée. Ils se méfiaient de mes pratiques comme de la peste noire. Cependant, aussi surprenant que cela puisse paraître, les pratiques pédagogiques évoluant, on avait peu à peu admis que le recours aux vidéos était des méthodes efficaces et toutes les salles avaient été équipées de matériel audiovisuel. Me préoccupant peu de ce que l'on pensait de moi, j'arrivais quelquefois à partager mes convictions en matière de pédagogie. Je communiquais mes préparations à des professeurs débutants. Certains de mes collègues aimaient aussi que je leur procure des méthodes pour leurs enfants. D'autres me demandaient de les aider à passer un examen ou un concours. Mais ceux qui me remerciaient étaient peu nombreux. Mon nom n'était pas souvent évoqué lors des réussites. C'est ainsi que, par exemple, une contractuelle à qui j'avais passé toutes mes séquences n'avait pas jugé bon de dire qu'elle avait bénéficié de mes préparations lorsqu'elle avait reçu les félicitations des parents. Les mêmes parents qui n'hésitaient pas à déchaîner contre moi des tempêtes. Quelle ironie! Quand j'avais appris à la principale que ma contribution avait largement favorisé la collègue débutante, elle était restée sans voix. Une assistante sociale qui cherchait à être titularisée m'avait demandé de l'aider à la préparer à l'oral de son concours. En échange, elle devait m'aider à organiser, à arranger mes documents, puisque l'ordre
n'était pas ma vertu première. Elle avait aussi promis de me permettre de me divertir, puisque j'éprouvais une grande difficulté à m'offrir des pauses. Je passais en effet tout mon temps à m'abrutir de travail pour ne pas avoir à réfléchir à la portée de ma vie, ce qui me conduisait régulièrement aux limites de moi-même. J'avais passé de nombreuses heures à l'entraîner jusqu'à ce qu'elle ait la parole assez fluide pour tenir une présentation cohérente devant un jury. J'y avais passé mes week-ends et prenais même sur le temps que je consacrais à mes préparations. Ce qui m'importait, c'était de permettre à cette collègue d'avoir un emploi sûr afin qu'elle puisse commencer à réaliser ses projets. Être vacataire ou contractuel, c'est vivre au jour le jour, toute perspective d'avenir étant suspendue à un fil. Je savais, pour être passé par là, tout ce que vaut la réussite à un concours. Cependant, lorsqu'elle avait reçu ses résultats, l'assistante sociale avait purement et simplement mis aux oubliettes l'accord que j'avais passé avec elle. Elle prétendait ne pas comprendre pourquoi j'avais du mal à me trouver des occasions de détente, et elle avait continué sa route sans jamais évoquer ce qu'elle me devait. Elle aurait pourtant pu dire autour d'elle combien ma manière de procéder l'avait aidée, puisqu'il ne cessait de se répéter que j'étais incapable de former mes élèves à l'oral. Rien, pas un mot en ma faveur. Je découvrais encore ce que peut être l'ingratitude des humains. Ma seule satisfaction avait été d'avoir aidé mon prochain. Une autre collègue, dont le fils était mon élève, avait surgi un matin de ma classe pour me reprocher d'avoir mal noté son enfant. Qu'en était-il? Pour apprendre aux élèves à justifier leurs propos, je leur avais fourni un petit stock de phrases amorces afin d'introduire leur citation. Et j'avais mis un demi-point, un malheureux demi-point, chaque fois que l'élève avait tenu compte de cette manière de faire. Néanmoins, la collègue s'était permise de me crier devant ma porte que ma méthode était bête et qu'on ne demandait pas cela au brevet. Il me semblait pourtant que l'interprétation d'un texte littéraire ne peut se faire sans justification, et la rédaction du commentaire est capitale puisqu'elle permet d'établir une vraie démonstration, d'être percutant. Il ne s'agit pas d'émettre des avis personnels sans lien avec le texte analysé. Un professeur de l'UFM nous répétait toujours le texte, rien que le texte, lorsque nous nous envolions vers des interprétations fantaisistes. Quel que soit le niveau donc, préparation au brevet, au baccalauréat ou au CAPES, l'analyse littéraire ne peut se passer des textes. C'était pour moi une évidence. Comment ne pas sourire en observant le comportement de cette collègue, puisque je savais bien qu'elle avait profité de mes cours. Comme je voulais toujours communiquer mes manières de faire, j'avais en effet remis à une inspectrice plusieurs de mes séquences. J'avais en effet remarqué qu'elle utilisait mes codes couleurs. Celle-là même, qui n'avait pas hésité à me critiquer devant mes élèves, s'inspirait de mon travail sans vouloir l'avouer. C'est qu'elle avait constaté qu'il ne coûtait rien de me piétiner et s'était contentée de suivre le mouvement général. Heureusement, j'en avais vu d'autres. En une autre circonstance, cette même collègue qui avait toujours le souci d'offrir au monde de véritables défilés de mode, les élèves l'appelaient affectueusement Madame Vuitton, en secret, avait délaissé son vernis de respectabilité pour m'aboyer son mécontentement et me menacer parce que je lui avais simplement dit que si son fils n'avait pas appris sa récitation, il aurait, comme cela est prévu, un 0. Il faut dire que je n'étais pas professeur à user de cette note infamante, je trouvais toujours un moyen de rattrapage. Il n'était donc pas utile d'avoir une réaction aussi épidermique. Surtout que pour les autres, elle n'hésitait pas à distribuer des 0 et ne se souciait pas que cela puisse traumatiser les élèves. N'avait-elle pas, dans les premières semaines de septembre, donné une telle note à une élève de 6e qui avait été incapable de réciter sa poésie? Pas étonnant,
l'enfant venait d'apprendre que sa maman s'était envolée vers une île du Pacifique et que peut-être elle ne la reverrait jamais. Comment pouvait-elle apprendre quoi que ce soit? La collègue n'avait effacé la mauvaise note qu'à l'approche du conseil de classe. J'avais été consterné d'entendre la CPE, qui avait été pourtant témoin des menaces, prétendre qu'elle n'avait rien vu, rien entendu. Pourtant, l'altercation avait eu lieu dans le hall d'entrée du collège. Unika baizero kewe étaient les mots qui avaient été répétés. Quelque temps plus tard, et hors de l'établissement, la CPE qui avait assisté à la scène m'avait confié qu'elle craignait des représailles contre ses enfants qui fréquentaient encore le collège. Pendant des années, j'avais tenté de démontrer que ce que je faisais permettait aux élèves d'être acteurs de leurs apprentissages. Je reprenais inlassablement mon ouvrage que l'on s'empressait de détruire pour ne pas déplaire aux parents. Et les rumeurs me concernant ne cessaient de grossir. Ce qui n'avait pas arrangé les choses, c'était que la pression que l'on faisait peser sur mes épaules avait pour conséquence d'augmenter toujours mon anxiété. Je vivais au quotidien un enfer. Au final, un comité en particulier s'était donné comme objectif, ce sont leurs mots que j'avais réussi à intercepter sur les réseaux sociaux, de trouver une solution radicale et pérenne me concernant. Pourquoi ne pas dire la solution finale? Dès qu'on disait mon nom, c'était un scandale. Les choses étaient allées si loin que la psychologue du rectorat avait fini par reconnaître une situation d'épuisement professionnel et de harcèlement acharné de la part de collègues et de parents. Les mois filaient, les années défilaient, et je perdais petit à petit de vue mon rêve. Rêve d'une vie qui me ressemble, assurer ma place, tracer mon propre sillon. Les mois filaient, les années défilaient, et mes multiples peurs toujours me rattrapaient. Elles m'encerclaient. Comment me débarrasser de la déveine qui me collait à la peau? Peut-être n'y avait-il aucune réponse à cette question. C'était toujours un vacarme permanent au fond de ma conscience. Tu ne réussiras jamais rien. Des mots de fiel qui me suivaient quelle que soit la voie que j'empruntais, qui me poursuivaient où que j'aille. Pour échapper à mes vieux démons et me réaliser enfin, j'avais également tenté de joindre ma voix à celle des féministes. Et j'avais adhéré à une association qui exigeait une égalité de traitement des femmes et des hommes. Je pensais que militer à leur côté, œuvrer pour les femmes victimes de violences, me permettrait de me guérir de mes propres tracas. Comme je me trompais. Je n'étais qu'un outil dans leurs mains. Et mon rôle, c'était d'écrire. Il faut le reconnaître, pour la plupart des gens, écrire, c'est choisir le bon mot et savoir tourner les phrases. On m'avait donc demandé de rédiger des textes dont d'autres étaient les auteurs. Comment pouvais-je me satisfaire de ce rôle? Je n'étais que le gars de papier. Néanmoins, j'avais saisi l'occasion d'exprimer ce que je ressentais en proposant aux membres de l'association d'inventer des textes afin de permettre à des figures féminines du passé qui n'avaient pas accepté l'esclavage de prendre la parole. J'avais mis mes mots et mes émotions dans leur bouche afin de crier ma propre révolte contre les injustices qui m'avaient été faites. Cependant, on avait considéré que les textes que j'avais créés, tout comme des courriers administratifs, étaient écrits pour les besoins de l'association et que mon nom n'avait nul besoin d'être cité. On ne va pas t'ériger une statue quand même, m'avait répondu l'une des dirigeantes qui connaissait l'art de manœuvrer dans l'ombre. Les autres adhérentes s'étaient jointes à elle comme pour éliminer une mauvaise peste. J'avais été effacée et étant effacée, j'avais sombré dans un grand désespoir une nouvelle fois. Un désespoir qui m'avait même conduite à l'hôpital. Cette expérience, néanmoins, m'avait permis de réaliser que ces femmes censées agir pour le bien des femmes n'avaient nullement la volonté d'aider aucune femme à se réparer, qu'elles étaient même capables de tuer symboliquement des femmes comme elles-mêmes qui refusaient tout simplement d'être considérées comme de simples outils. Ces militantes réclamaient l'égalité de traitement pour les femmes et les hommes et les femmes.
mais pas question d'une quelconque égalité entre femmes. C'était donc bien de hiérarchie qu'il s'agissait. Seul le petit comité de ce qu'elles appelaient bureau avait le droit de penser. Les fils de l'histoire d'hier, les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Pour m'enfoncer dans le crâne que je n'étais qu'un outil, on s'était emparé de mes textes et on les avait fait dire par des femmes lors d'une soirée militante. Je faisais partie du spectacle. J'avais même été réduite à n'être que le décor du spectacle. Comble du cynisme. On avait en effet mandaté un metteur en scène pour m'apprendre à dire mes propres textes. Et j'étais anéantie. Et je m'étais relevée très difficilement de cette triste aventure. Mon expérience avec ces féministes m'avait également permis de comprendre que leur action ne se résumait qu'à répéter à l'infini des slogans qui ne modifiaient en rien le statut des femmes dans la société. Tout au contraire, le sempiternel plus jamais ça, scandé après un féminicide, tombait comme de l'eau sur de la toile cirée et quelquefois même déchaînait la colère des réactionnaires et des machistes qui redoublaient d'agressivité envers les femmes. Ce qui leur importait à ces féministes, c'était que leur ego soit flatté et qu'on parle d'elles, sans aucune action concrète envers les femmes, qu'elles aient été victimes de violences ou qu'elles aient été malmenées par la vie du fait même de leur condition de femme. Comment faire avancer leur cause? Jamais il n'avait été question de répondre à cela. Afin de penser mes blessures, j'avais également partagé mes mots autour d'une table avec d'autres âmes en peine. Mes paroles tombaient sur la table d'un amer partage. Les mêmes mots se répétaient de semaine en semaine. L'histoire ne semblait pas vouloir se taire. Elle se disait et se redisait autour d'une table dans l'espoir que les âmes vivent. Des mots remplis de fièvre se criaient. Des mots perclus de douleur se répétaient sans fin. Autour de la même table, tous ceux qu'un jour l'absurdité de leur vie avait plongé dans un puits de désespoir. Ma petite fille de 5 ans a été agressée par mon compagnon. Je voudrais mourir. Merci pour ton partage. Je me présente. Je m'appelle survivante d'inceste et de violence conjugale. Merci pour ton partage. Je suis celle qu'on prend et qu'on jette sans demander ni permission ni pardon. Une marchandise à l'étalage que l'on tâte, que l'on soupèse à volonté. L'en mourir les tables chinois. Merci pour ton partage. Le prêtre de la paroisse, mon oncle, m'a demandé de toucher son sexe. Ma mère le vénère comme un roi. C'est à Dieu qu'il s'est donné corps et âme. Alléluia. Depuis, mes mains ne sont plus à moi. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Merci pour ton partage. Hier ou avant-hier, je ne sais, mon frère est venu dans mon lit. Le temps s'est arrêté pour moi. Il semble qu'il a continué pour lui. Pour tout le monde, c'est un menu détail. Mais moi, je ne suis plus moi-même. Je suis devenue une autre qui danse. Pour tous ceux qui me voient, je suis une folle qui danse la danse hier mon frère. C'est désormais la seule danse que je connais. La diabelle zouk compa ou cha-cha-cha, c'est la même danse à chaque fois. Chaque fois que je bouge mon corps, c'est la même danse que je danse. La danse hier mon frère. C'est la seule danse que je sais danser. Merci pour ton partage. Ma parole. Ajoutée aux paroles des 1001 victimes d'inceste, tous les samedis, emmurés dans les maudits, des mots partagés à l'infini, sans espoir qu'un jour cela s'arrête. Pour que les âmes survivent, les paroles se libèrent, elles explosent en 1001 éclaboussures, vomissures, salissures. Les paroles sortent des bouches et tombent comme des fruits trop mûrs sur la table d'un amer partage. Elles s'enlisent dans la boue des souvenirs et disparaissent sous des monceaux de honte et de désespoir. L'histoire semble ne pas vouloir prendre fin.
Pour trouver un soulagement, année après année, je m'étais fait aider par de nombreux thérapeutes. Mais je n'avais obtenu aucun soulagement parce que j'avais attendu qu'ils me réparent ce dont ils étaient incapables. Pendant les années que j'avais passées à l'école normale, je m'étais tournée vers la psychanalyse, mais je n'étais pas encore prête à entendre son message. J'avais préféré fuir. « Laissez votre mère vous bouffer » avaient été les mots de fin de l'analyste. Et c'était exactement ce que j'avais fait. Le poids de la culpabilité que faisait peser sur moi les blâmes qui m'avaient été infligés année après année par les membres de la religion de May, par sa fille et son gendre, mais aussi par ma famille biologique, m'avait persuadé que je ne pourrais arriver à rien. Alors, j'alternais les périodes de désespoir et les périodes de reconquête de moi-même. Après la psychanalyse, je m'étais tournée vers la psychiatrie, mais cela n'avait pas non plus été très concluant. Entre les médecins devant lesquels je jouais un personnage et qui me croyaient un enfant gâté, incapable que j'étais de raconter ma propre histoire, tant elle était pour moi une blessure d'amour propre, les médecins qui refusaient de m'écouter, se contentant seulement de m'abrutir de médicaments et finalement de m'ôter toute pulsion de vie, les médecins enfin qui pensaient qu'en se substituant à May, elle pourrait m'aider à grandir, je n'avais pu trouver aucun apaisement. La psychiatrie m'avait en effet confinée dans un rôle de malade dont il avait été difficile de me sortir, puisqu'une fois qu'on vous a apposé une étiquette, la société s'organise pour vous disqualifier dans tous les domaines de votre vie. Le seul soulagement que j'obtenais était d'accepter de payer par tous les moyens possibles et imaginables pour réduire mon sentiment d'indignité. Comme je ressentais autrefois un grand soulagement lorsque je contrefaisais la malade pour obtenir d'exister dans le regard de May, la maladie bizarre, les maladies aux symptômes étranges avaient été pour moi, pendant un temps, un fonds de commerce inépuisable. Puisqu'en réalité, ce que je cherchais, c'était attirer l'attention. Pendant des années, je m'étais investie dans le rôle d'un personnage souffrant. Un personnage souffrant qui refusait d'être soigné, puisqu'il savait au fond de lui-même que c'était la peur de contredire les plans qui avaient été tracés pour lui qui l'empêchait d'avancer. Le moins qu'on puisse dire, c'était que la psychiatrie ne m'avait pas aidé. Il y a en effet une sacrée différence entre une personne qui souffre d'une maladie qu'on ne peut pas guérir et qui a besoin de médicaments pour atténuer ou effacer les symptômes de son mal, et une personne qui a été écrasée par la vie et qui perd un temps le nord. Ce spécimen-là n'a besoin que d'une chose, c'est qu'on le conforte dans son estime de lui-même et la volonté encore vacillante qu'il a d'oser assumer ses propres choix. Un des atouts de celui qui vit un problème existentiel, un conflit intérieur, c'est le courage de lutter pour être lui-même. C'est ce qu'il doit absolument s'atteler à retrouver. Cependant, la psychiatrie traite les deux catégories de personnes de la même façon. Elle efface les symptômes, mais ne traite jamais les causes. Un seul psychiatre avait été néanmoins assez honnête pour me dire qu'aucun médicament ne pouvait m'apporter ce que je cherchais et qu'il fallait que j'aie le courage de ne pas agir contre mon propre camp, de me redresser et d'agir pour moi-même. C'est de là que j'avais décidé de refuser de prendre tout médicament, préférant la lucidité, bien qu'elle fût une occasion de souffrance. C'était le seul moyen qu'il me fallait pour lutter contre mes démons. Je m'étais dirigée aussi vers la psychologie. En compagnie de mes nombreux psychologues, j'avais enchaîné parole sur parole, mais ce flot de paroles était pour moi comme des millions de cadenas avec lesquels j'enfermais mon avenir, ressassant le passé en cherchant à l'expliquer, mais n'agissant jamais pour retrouver mon équilibre. Mon existence se résumait au discours que je tenais devant mes thérapeutes. J'avais eu des psychologues qui laissaient couler mes mots, m'accompagnant de leur molle indifférence. J'avais eu des psychologues qui me coachaient comme on coach un sportif pour lui permettre de réussir sa course. J'avais également eu de nombreux substituts maternels. Mais là encore, je n'avais pu trouver aucun soulagement. Pendant plus de 10 ans, ma vie
avait semblé figé dans une colère sourde, une colère que je retournais régulièrement contre moi-même. Plus de 10 ans, il m'avait fallu plus de 10 ans pour me relever après avoir détruit l'œuvre de May et de sa fille, puisque le faisant, c'était malheureusement moi que j'avais anéanti. Mais il n'y avait pas d'autre façon de procéder. Et ce que mon frère s'était permis de m'infliger avait compliqué encore les choses pour moi. Tout ce temps m'avait été nécessaire simplement parce qu'on avait réussi à me faire croire que je n'étais rien et que par conséquent, je ne pourrais rien attendre de la vie. Il m'avait fallu tout ce temps parce que j'avais acquis la certitude de ne pouvoir rien réussir, la certitude d'être le personnage que May avait inventé. Il m'avait fallu plus de 10 années pour comprendre que personne ne pourrait me donner ce qui m'avait été refusé et que bien que ce que j'avais vécu était horrible, je ne pourrais commencer à vivre que lorsque j'accepterais d'être ma propre famille et de prendre soin de moi le mieux possible. Même quand la vie tourne folle à cause de la folie des hommes, la seule réparation qu'on puisse tenir, c'est celle qu'on s'offre soi-même. Aucun dédommagement n'est possible lorsqu'un humain est abîmé. Il m'avait fallu 10 ans, plus de 10 ans, pour accepter de croire que, contrairement à ce qui m'avait été dit lorsque j'avais tenté de trouver du réconfort auprès des ministres du culte de la religion de May, je n'étais ni responsable, ni coupable de ce que mon frère avait fait. Et j'avais fini par réaliser qu'il ne m'avait pas complètement tué, qu'il me restait une étincelle de vie qui pourrait encore flamber de 1000 feux. Il m'avait fallu tout ce temps aussi pour accepter de croire que, quoi que May ait pensé, décidé à ma place, l'enseignement de la littérature était bel et bien l'énergie vive qui faisait battre mon cœur. Plus de 10 ans. Cela m'avait pris plus de 10 longues années pour guérir de mes blessures et pour me raccrocher enfin à mes rêves. Clopin, Caïn, j'avais poursuivi ma route et rencontré toutes sortes de personnes. Être malveillant, que leur ego menait, prêt à tout pour satisfaire leurs propres désirs. Être lumineux, que le partage avec les autres conduisait. Tout au long de mon cheminement, j'avais compris qui sont les êtres humains. Être fragile et redoutable, dont il est très difficile de sonder l'âme. J'avais surtout eu le bonheur d'avoir pu accepter que mes 2 mamans n'avaient pas été en mesure de me donner tout ce dont j'avais besoin pour grandir et qu'il avait fallu que je trace moi-même ma route. J'avais pu accompagner May tout au long de ces derniers mois d'existence, de la porter comme on porte un oiseau blessé, de la chérir comme une maman chérit son propre enfant, et c'était cette inversion des rôles qui m'avait guéri. Nous ne communiquions que par téléphone, mais jamais aucune conversation entre une mère et sa fille n'avait été plus intense. May m'avait raconté qu'un jour, elle avait cru avoir raté sa vie. Alors, c'était un jour où elle passait un moment récréatif dans la famille biologique de sa fille adoptive. Il s'agissait pour celle-ci de prendre une photo pour immortaliser l'événement. Mais lorsque May avait voulu figurer sur le cliché, sa fille l'avait repoussé doucement en lui disant qu'elle ne voulait que sa famille sur la photo. May s'était réfugiée dans les toilettes pour crier sa douleur et elle avait appelé sa sœur Mulhouse à son secours, comme chaque fois qu'elle passait par un moment critique. « Moi pas ni famille. » Comme elle se trompait. Sa fille adoptive se trouvait tout simplement dans la position de tout enfant adopté qui a du mal à mettre chacun de ses clans à sa place. En vérité, elle était encore sur le chemin d'elle-même, mais peut-être n'avait-elle pas la capacité de se rendre compte que plus qu'un nom, plus qu'un héritage sonnant et trébuchant, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont bien plus subtils et bien plus profonds. Nous sommes des êtres nécessairement divisés, mais cette division
n'est pas source d'appauvrissement. Tout au contraire. Après avoir vaincu nos peurs et nos colères, si nous avons été contraints d'apprivoiser nos deux familles, nous nous trouvons augmentés de l'héritage immatériel de celle-ci. En tout cas, quand j'avais découvert lors de la vie d'obsèques de mai, de l'hommage funéraire qui lui avait été rendu, que sa fille adoptive m'avait rayé du clan, affirmant qu'elle était la seule enfant de mai, j'avais décidé de prendre le temps de passer en revue tout l'héritage que m'avait laissé ma seconde maman. Ce n'était ni un nom, ni des biens matériels. C'était quelque chose d'invisible pour les yeux que peut-être la fille qu'elle avait officiellement adoptée ne pourrait jamais découvrir. Pour ce qui est de ma famille biologique, Rosita nous ayant quittés, j'ai pris la décision de la tenir un peu à l'écart de ma vie, bien que je sois consciente de tout ce que je lui dois. Il m'avait fallu plus de 10 ans pour accepter de reprendre le flambeau que May et Rosita m'avaient laissé en héritage. Grâce à celui-ci, j'étais désormais capable d'assumer mes propres choix et de continuer mon existence. C'est connu, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Martine allait de surprise en surprise. Épilogue. Le temps s'était figé. La forêt de mes souvenirs s'était obscurcie. Ne pourrais-je jamais me débarrasser de la déveine qui me collait à la peau, telle une sangsue? Mais voilà que la ronde joyeuse de mes personnages accourt. Ils arrivent à la queue leu pour me porter secours. La femme indigo, la petite maîtresse blonde, Cécile et Madame Clément. Léonie me chante une de ses mélodies pour me donner du courage, et la femme indigo me désigne un sentier que j'emprunte aussitôt. Tout au fond du chemin, c'est une petite cuvette où s'épanouit une énorme fleur mauve, un arôme titan dont l'odeur de cadavre se répand à des kilomètres. C'est un prodige de la nature qui ne prend pas moins d'une dizaine d'années pour produire ses premières inflorescences et qui meurt en quelques jours. Curiosité de la nature qui attire tous les regards. Dans les rêves, même éveillés, les êtres et les choses deviennent des symboles. Que symbolise donc cet arôme? Je m'arme de courage et je dégringole, le cœur serré, la descente vertigineuse qui mène jusqu'à ces souvenirs qui me font horreur. Avec leurs images, avec leurs bruits, avec leurs odeurs, il est temps que je les regarde en face. Un air méphitique me prend à la gorge. Je suffoque. Les arbustes lancent de longues lianes vers moi, des lianes qui s'enroulent autour de mon corps. Les longs tentacules resserrent leur étreinte. J'étouffe. Je crie, je m'époumonne, mais aucun son ne sort de ma bouche. C'est comme un piège qui se referme sur moi. Mes personnages se rapprochent encore. Ils s'asseyent pour entendre mon histoire. La femme indigo, la petite maîtresse blonde, Léonie, Cécile et Dame Clément. La sorcière prend place sur un tambour de bonda et un tibois venu de je ne sais où se joint à elle. C'est sa magie qui rythme mon récit. Elle lui impose sa cadence. Assurément, la cour ne dort pas. Et le courage me revient. Mes mots aussi me reviennent. Mes mots arrivent. Mes mots sont là. Ronde de mots autour de moi. Les images de mon passé s'organisent en une longue file d'attente. Elle s'impatiente. Vaste prairie sous un ciel serein. J'enfonce mes pas dans l'herbe mouillée de rosée. Les rayons du soleil caressent ma peau. Des petits papillons jaunes virevoltent autour de moi. C'est une journée magnifique qui s'annonce. J'entends, au loin, le cri plaintif d'un oiseau. Il me semble que c'est un mal fini. Je marche résolument en direction du cri. C'est un oisillon qui sort à peine de l'enfance. Il porte encore le plumage des petits. Les stries de sa queue sont moins nettes et moins nombreuses que celles de ses parents. Il n'a pas encore son plumage d'adulte, gorge et poitrine brun roux, tête claire tachetée de blanc, ventre blanc, beige, tacheté de roux.
Mais c'est un oisillon qui ne rêve que d'altitude. Il aimerait tant planer dans le ciel en se servant des courants ascendants. Il voudrait qu'on le laisse tournoyer libre dans le ciel, décrire des cercles, faire des piquets vertigineux pour défier les lois de la dynamique, comme le font tous les mal finis. Mais quelqu'un lui a coupé les ailes. Jamais il ne pourra voler. Il est cloué au sol comme une volaille sans envergure. Il ne peut que se dandiner sur l'herbe, navré de son ridicule, ou s'aplatir dans un trou comme une vulgaire poule. Ses cris sont une longue plainte, et je pleure. Le décor change peu à peu. Voilà que j'entends chaque battement du cœur de la grande horloge sous laquelle Manléonie me racontait ses histoires. Elle sort tout droit de mon passé, chargée des sentiments qui m'étaient venus lorsque ma grand-mère m'avait raconté comment sa fille était arrivée dans sa vie. Le ciel m'offre le même incendie qui avait illuminé ses paroles. Et puis, c'est la nuit. Une fête bat son plein dans la lumière d'un grand moulin rouge. J'entends le son nasillard d'un phono qui joue du jazz. Il accompagne les sourires de femmes aux postures lascives. J'entre malgré moi dans ce lieu de perdition. Je suis l'une de ces cocottes des années folles dont les verres de cristal s'entrechoquent. Elles trinquent à la santé des hommes qui les accompagnent. Et moi, je trinque aussi. Les lumières vives des projecteurs font briller nos bijoux de mille feux, et nous avons toutes de petits éventails aux couleurs chatoyantes que nous ouvrons et refermons machinalement tout en causant. Rire clair au dehors, mais sanglots au dedans. Mon cœur n'est pas à la fête. Les femmes vautrées dans l'or et les paillettes du célèbre cabaret ne sont plus des enfants. Elles ont des cernes sous les yeux qu'aucun maquillage n'estompe. Mon cœur s'alourdit. Les rires clairs des fauvettes s'assourdissent peu à peu. Ce ne sont plus que des poupées désarticulées qui ne savent que grimacer. Le phono se tait. Un à un, les projecteurs s'éteignent et les ténèbres envahissent la scène. Mon cœur est lourd. C'est que mon histoire n'est pas un conte pour enfants. Le décor change encore, mais il semble que ce soit la même histoire qui se joue. Les mots de l'histoire ancienne, les mots de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Une diablesse est au cœur de son enfance, la maison de son enfance. Une grosse pluie du temps d'hivernage s'annonce. Fragile et forte, la diablesse fait corps avec la maison. Subit et affronte tour à tour les caprices de la nature. Fragile et forte dans le déchaînement des eaux. Le corps est la maison de l'âme est le souffle qui anime le corps. La pluie s'abat sur la maison à grand fracas. Les gouttes de pluie sont des millions d'aiguilles qui me piquent ma peau. La pluie me frappe comme on frappe un tambour de bonda. Appel à demi voilé d'un grondement de tambour. Appel à demi voilé d'un grondement de tambour. Bruit sourd, bruit sinistre. Le tambour ne porte pas les couleurs de l'enfance. Il porte les couleurs d'une diablesse gonflée d'une grande colère, une créature ambiguë qui ne veut plus avoir peur de la solitude de son corps dans l'immensité de la nuit. Emplit tout son être des désordres de la pluie. La diablesse danse. Elle danse des danses de plus en plus débridées. Elle danse enfin ses propres danses. Calenda déhanchée, la diaz endiablée, belle et dévergondée. Danse à désagrément qui s'enchaîne sans songer à prendre fin. La pluie se renforce. La diablesse fait corps avec la pluie, ravie d'être éclaboussée, douchée par les eaux en délire. Pluie rafraîchissante, pluie revivifiante d'hivernage. La pluie se déchaîne. C'est un vrai déluge. La diablesse se redresse et enfonce son sabot de chèvre dans la boue du monde. Elle observe longuement l'hystérie de la pluie. Puis elle patauge dans les flaques de boue. Elle est ravie d'être éclaboussée, douchée par les eaux qui dévalent les mornes. Quelle pluie la débarrassera de sa rage. Une rivière charrie une eau boueuse, une eau tourmentée qui vient des mornes. Des ruisseaux surgissent de partout, des torrents de boue dévalent les mornes. C'est un spectacle époustouflant que le trop-plein de la rivière qui descend.
Aucune pluie d'hivernage ne pourra effacer de sa mémoire les stigmates de la nuit. Mais peu à peu, le jour se lève. Il révèle un soleil éclatant. La diablesse baigne tout son corps de cette lumière amicale. Elle est une créature de l'ombre résolument décidée à aller vers la lumière. Une diablesse vient de naître au cœur d'une vaste forêt. Elle a baigné sa peau d'ébène dans l'eau glacée d'une rivière, et toute ruissonnante, elle émerge des ténèbres. Les rayons du soleil lui font un habit de lumière. Renaissance. Sa marche est encore hésitante. Une diablesse vient de naître au cœur d'une forêt d'ombre. Du plus profond des ténèbres naît quelquefois le jour. Du crépuscule du soir au crépuscule du matin, que de transformations s'opèrent. C'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. En sortant de la nuit, la vie se nimbe peu à peu de lumière. Lumière tremblotante, vacillante tout d'abord, c'est la clarté étonnante et secrète des âmes malmenées. Et je peux dire maintenant les secrets de la métamorphose de la nuit en jour clair. Fil de trame, fil de chaîne, suivant pas à pas la femme indigo, tracer mon propre sillon, imprimer ma marque dans l'épaisseur du destin, c'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie en fait commence. Comme je l'ai créée, ma diablesse, il me faut l'accompagner sur le chemin de sa renaissance. Oui, la sortir tout à fait de la nuit et la faire naître à la lumière. C'est qu'écrivant, il s'opère en moi une métamorphose pareille à celle de mon personnage. Je me rends bien compte que plus qu'un être de papier, sorti de mon imaginaire, c'est de moi qu'il s'agit, puisqu'entre un auteur et son œuvre se tissent des liens étroits, les mots étant de véritables parcelles de vie. Les mots ne sont pas des bouts de bois inertes, ils sont animés d'un feu étrange qui n'est autre que la vie. Un lien étroit attache les mots au monde qui les fait naître. Ils sont aussi la chair et le sang de l'être qui les invente. Et je réalise qu'il est bien plus facile d'égrener un long chapelet de misère que de se tenir droite dans la lumière du jour et d'avancer vers l'inconnu. Trouver le courage d'agencer mes souvenirs pour me tracer un chemin vers le soleil. C'est bel et bien moi qu'il faut accepter de mettre au monde. Je suis diablesse. Que le déchaînement de la pluie et le grondement du tambour soient à jamais des clés qui m'ouvrent les portes de la connaissance de moi-même. C'est en dansant ma propre danse au milieu d'une forêt dense que ma colère s'apaise enfin. Plus aucune peur ne me reste. Désormais, je porte en moi un grand secret. Je sais maintenant comment métamorphoser les ténèbres en un jour clair. Écrire, s'offrir la sensation merveilleuse d'être envahi par les mots. Accepter cette sorte de domination bienveillante et tyrannique qui vous permet d'être vous-même. Manipuler les mots et se laisser manipuler par eux. Retrouver le rythme de sa propre existence, balançant ses propres idées de la surface vers le fond et du fond jusqu'à la surface. Exécuter sa propre danse. Écrire, passer de l'autre côté du miroir et emmener les lecteurs dans de grands voyages à dos de mots. Écrire, c'est aussi recréer pour soi le monde. Fil de trame, fil de chaîne, tisser inlassablement la vie.